Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 22 juillet 2019 et la presse, une partie de la presse ce matin fait très fort. Info Matin titre ceci, Bafoussam, l'Ouest fustige Kamto et condamne Ghana et la basse. Le journal The Horizon, pour sa part, dit West Region vomit Maurice Kamto. Et la nouvelle titre ce matin, coup de grâce de Bafoussam. L'Ouest lâche définitivement Maurice Kamto. Le soir, le Tri-Hebdo titre méga meeting de Bafoussam. L'Ouest tourne le dos à Kamto. Génération libre quant à elle. Titre meeting de protection des institutions républicaines. L'Ouest tourne le dos à Kamto. C'est comme si ils se sont passés le mot ce matin. Le quotidien lui dit manœuvre de déstabilisation du Cameroun. La région de l'Ouest tourne le dos à Kamto et dit non à la basse. Le journal Sans Détour explique en grande une encore et là aussi ce matin, après la grande mobilisation de Bafoussam, l'Ouest isole totalement Kamto et Ghana. Et puis le journal Le Pélican dit ce matin atteinte aux institutions de la République du Cameroun et à celui qui les incarne par Kamto et la basse. L'Ouest désapprouve et se désolidarise. Essingan, quant à lui, dit mobilisation républicaine de Bafoussam, le coup de grâce de l'Ouest à ses démons. Il n'y a que le quotidien Le Jour qui peut avoir un coup d'avance et qui signale meeting, démonstration de farce, pas de force, de farce à Bafoussam. Madame, Monsieur, voilà ce qu'on retient de ce week-end chaud à Bafoussam dans la région de l'Ouest où le sultan roi des Bamoun a demandé à l'Ouest Cameroun de rester dans sa logique d'être l'image d'Épinal du Cameroun, cette région du Cameroun qui a barré la voie à toutes les violences vécues avec la basse et le MRC de Maurice Kamto. On voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce meeting que le RDPC a appelé méga meeting. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver comme vous le faites chaque matin dans ce programme. 10-12 le Zénith, nous sommes des ouvriers intellectuels, ça vous devez le savoir. Donc, nous sommes en place. Donald Brice Kamgan, bonjour. Bonjour Rifopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Le ministre des Travaux publics nous apprend que 15 km de route ont été bitumés en 2 ans sur l'axe Marois-Mora dans la région de l'extrême nord. Emmanuel Nganou-Djoumessi qui vient de boucler 3 jours de visite dans cette région, donc jusqu'à la fin de l'année à l'entreprise adjudicataire pour assurer les travaux. On attendra bien de voir. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi et bonjour aux téléspectateurs. Des toilettes publiques transformées en bar à Ebolova, une image qui selon les internautes n'est pas du tout étrange, puisqu'à la base construite pour résoudre un problème de toilettes publiques dans la ville, ces toilettes n'ont jamais été mises en service. Les internautes rappellent qu'il y a quelques années au carrefour en 2000 de cette ville, des toilettes publiques avaient été cédées à un commerçant qui a installé un magasin et de nos jours, ce site fait office de boulangerie pour les populations. Également sur le plateau ce matin, vous, Bonbon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, à la chaîne publique nationale, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Monsieur Pietro Lazeri, ou alors son excellence comme on aime l'appeler, a dit Paul Biya n'a pas été chassé de suite. Chaque année, environ 65 chefs d'État se rendent en Suisse. Nous ne conduisons pas les chefs d'État. En cas de trouble à l'ordre public, nous maintenons l'ordre public. Nous ne conduisons pas les chefs d'État. Fin de citation. Voilà la tenue officielle, la sortie officielle de représentants de la Confédération helvétique au Cameroun. Merci.
On démarre l'émission de ce matin, mesdames, messieurs, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour et il faut aussi, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, bonjour à vous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle d'une histoire de deux amies. On se déporte dans le milieu professionnel où Pauline et Corinne se sont liées d'amitié. Pauline est arrivée dans cette entreprise il y a 2 ans et aujourd'hui, elle est très proche de Corinne. Il se trouve que Corinne, pardon, excusez ma voix, Corinne s'est avérée être une fille, une commère. Elle est hypocrite parce que Pauline raconte que Corinne se trouve partout où on malparle des gens. Elle malparle de tout le monde, avec tout le monde, elle rit avec tout le monde et rit des gens dans leur dos tout le temps. Elle a fini par se dire que certainement c'est son caractère puisqu'elle le fait également avec elle. Sauf qu'elle a été déçue parce que l'histoire de sa vie privée s'est retrouvée à être racontée dans un restaurant par Corinne, ce que lui a rapporté une autre de ses collègues. Et aujourd'hui, elle aimerait savoir si on peut rester avec quelqu'un, sachant que cette personne n'est pas totalement vraie. Comment est-ce qu'on gère au quotidien des personnes qui sont hypocrites? Parce qu'il faudrait mentionner qu'au niveau du travail, elle n'a pas de problème, elle s'entend avec tout le monde, mais il n'y a que l'hypocrisie de Corinne qui la gêne un peu. C'est ça l'histoire d'aujourd'hui. D'accord, on va, autant que faire se peut, décrypter l'histoire de ce matin et on va faire rapidement un tour de table dans cette émission. Alors bon, Benga, je commence par vous. Quel est votre point de vue? D'abord, je ne trouve pas que la fille qui parle des choses des gens, qui mal parle, comme on dit au quartier, les choses des gens est hypocrite. Non, est-ce que c'est ça l'hypocrisie? Elle fait semblant, puisque je viens, je ris avec Mbombo, et après je vais rire avec Donald. Puisqu'elle dit par ailleurs qu'au niveau sur les relations professionnelles, c'est oui, auquel, non? Ça va. Voilà, ça veut donc dire que, en fait, elle a une tare sociale, vous corrigez. Et comment on vit avec ce genre de personnes, on ne leur dit plus ses intimités. On maintient à ce qui est, parce que c'est une maladie, c'est comme la kleptomanie, comme vous dites souvent. Les gens qui vont voler ces choses et tout. Bon, oui. Elle n'arrive pas à contenir ce qui est secret. C'est valable pour elle, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Donc, elle, hypocrite, ça veut dire qu'elle cache les sentiments, elle veut. Non, c'est pas ça. Elle dévoile tout ce qu'on lui dit. Chaque confidence qu'on lui confie, elle se trouve être divulguée, être dehors. Donc, on ne dit plus jamais. Il n'existe pas de dépotoir de fumier où on jette les êtres humains. Vous êtes entremêlés et il n'existe pas non plus de cette distinction qui fait que les bons sont d'un côté, les méchants sont de l'autre. Nous tous, on vit ensemble, mais c'est chacun qui doit adopter une attitude pour ne pas blesser les autres. Vous avez donc un partenaire social qui, lui, ne sait même pas qu'il blesse les gens, ou alors il sait qu'il blesse les gens, mais ne peut pas se contenir. À ce moment, il y a un type d'information, que ce soit sur vous, sur la société, que vous ne lui confiez plus. Mais vous gérez, comme on dit, vous gérez avec ce qui est gérable. Mais ce qui est essentiel, secret, on n'en parle plus avec lui. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie pour votre part, mais justement, c'est pour maintenir ce climat. Parce que vous savez que tout ce que vous allez lui dire, ça va sortir. Alors, Donald, c'est à vous. Hein. Vous avez évidemment un avis à donner. C'est clair que pour ce type de situation, il faut avoir peut-être de la mesure, non? Quelle mesure? Écoutez, nous sommes dans une société où les gens se plaignent de tout. Nous sommes dans une société où les gens sont médiocres et refusent d'admettre un avis. Au Cameroun aujourd'hui, si vous observez que quelqu'un ne s'en sort pas très bien dans son boulot, et vous lui faites des observations, il trouve que c'est inacceptable. Il trouve que vous lui en voulez. Il trouve que vous le jugez. Ce mot revient de plus en plus. Observez bien la société. Vous allez voir que les gens disent, il ne faut pas juger les gens. Ça signifie quoi? Il ne faut pas juger les gens. Si vous observez quelqu'un à... Plus grave, c'est Dieu seul qui juge. Voilà. Non. Dit-on. C'est une excuse incroyable que les Camerounais ont intégrée. Il ne faut pas juger les gens. Vous voyez quelqu'un qui... Quelqu'un veut même vous donner son point de vue sur vous, vous dit, bon, moi je te juge pas. Hein. Voilà.
Ouais. En fait, il y a comme une excuse qu'on trouve chaque fois. les gens entretiennent la médiocrité. Oui. Vous écoutez même des gens face à la pénurie incroyable et paradoxale de l'eau potable. Lorsque quelqu'un vous dit que c'est incroyable que le Cameroun soit le deuxième potentiel africain en termes de ressources hydrauliques, que c'est inacceptable qu'on n'ait pas d'eau. Et on vous dit qu'il ne faut pas juger les gens, il ne faut pas juger le gouvernement. Attendez. C'est la même chose qui se passe avec cette fille. Si vous creusez cette histoire, vous allez apprendre que Pauline a certainement fait des observations à Corinne. Elle trouve que c'est inacceptable. Les gens sont de plus en plus englués dans la médiocrité et ne veulent pas de critiques, d'observations. Je suis sûr que Pauline a certainement fait des observations à Corinne sur la façon dont elle se conduit, sur peut-être son travail, la façon dont elle se comporte en entreprise, ou la qualité du travail qu'elle produit. C'est répandu dans les entreprises. Dès que vous émettez un avis, j'estime qu'ici tu aurais pu faire ceci. Non, vous me jugez. Il ne faut pas juger les gens. C'est incroyable. Vous voulez dire quoi? Que le milieu professionnel est devenu réfractaire aux contributions, aux suggestions? Utilisons le terme suggestion. La société camerounaise en général est devenue hostile à la critique. Les gens sont de plus en plus dans leur zone de confort et pensent qu'ils sont les plus beaux, les meilleurs, à qui on ne peut rien dire. Vous voulez dire que le parallèle politique actuel peut, à suffisance, nous enseigner de cela. Vous voulez dire que quand les gens marchent pour protester quelque chose, on leur reproche, on dit mais pourquoi ils marchent? Pourquoi ils marchent? Ils souffrent plus que qui? Voilà. Pour marcher. Oui. Vous avez des situations où il m'est souvent arrivé d'observer des gens discuter. Des Camerounais se plaignent du fait que l'équipe nationale du Cameroun de football n'ait plus de belles performances comme à l'époque glorieuse des Roger Mila et ainsi de suite. Et là vous dites, c'est très facile de critiquer le travail des autres. Justement parce que c'est le travail des autres, il faut que ça se fasse bien. Les gens choisissent, ou alors les gens exercent des métiers précis dans lesquels ils sont censés être les meilleurs, ils sont censés être compétents. Le footballeur est footballeur, le balayeur, lui, les balayeurs, il doit bien balayer. On attend de chaque segment de la société qu'il fasse correctement ce qu'il a à faire et pas autre chose. D'accord. Parce que je ne suis pas footballeur, j'attends du footballeur qui joue bien. Et s'il ne joue pas bien, s'il y a un avis à aimer, je l'aimais. Si ça peut permettre à la société d'améliorer ses performances, tant mieux. Mais les gens estiment, les gens sont réfractaires. C'est incroyable. D'accord. Vous vous emportez. Hein. Non, c'est très... Et c'est ça qui tire la société. Vous êtes emporté clairement. Hein. Alors, Karine, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire relatée ce matin, j'ai l'impression que c'est vous dont on parle là. Ah bon? Juste qu'on a enlevé le A pour mettre le O. Ah bon? Karine, Corinne, vous voyez que c'est quand même... Qui a quand même dans aussi. Mais ça, c'est des broutilles. Est-ce que c'est vous qu'on accuse de faire ça? Je ne sais pas. Vous êtes comme ça, vous? Ça pourrait être. Dans la vie? Peut-être que je parle beaucoup. Peut-être que je parle pas. Ça dépend de celui qui discute avec moi. Mais par rapport à l'histoire du jeu, c'est des broutilles. C'est n'importe quoi. C'est même pas un problème. On est collègues. Toi-même, tu veux me raconter ta vie comment? Ici, on est venu travailler, on est venu se raconter les vies. Ici, comme on est venu là, on a été engagé pour venir se raconter nos vies. Vous savez combien de livres la vie de quelqu'un peut faire? C'est mauvais parce que c'est celle qui dit que on est allé raconter ce qu'elle a dit à qui se plaint. Ça veut dire qu'elle-même elle est en infraction. Ça veut dire que quand Corinne s'assoit aussi, elle porte le nom des gens, elle parle avec elle. C'est des commères. C'est des femmes qui s'assiedent, cuisinent les noms des gens, mettent des épices et quand ça commence à chauffer, elle sort la tête de l'eau. Ah non, désolé, tu es aussi coupable que Corinne. Corinne, ce qu'elle fait, c'est que son ventre n'est pas le magasin. Donc quand ça entre, ça sort. Mais pour toi, c'est même elle l'hypocrite. Parce que l'histoire ne nous a aucunement dit qu'elle a déjà appelé Corinne pour lui dire « Je n'aime pas quand tu parles des gens ». L'histoire ne nous a pas encore dit ça. Ça veut dire que quand Corinne vient lui dire, bon, Natacha, il y a les jours qu'elle vient souvent au travail ici, maman, sa chaussure, elle avale, elle ne dit rien. Et les mauvaises personnes, quand vous parlez même des gens comme ça, elle ne répond pas.
Elle ne dit pas que, ah bon, je n'ai même pas vu. Elle ne dit même pas ça. Au contraire, Et elle pourtant, suscite l'intérêt. oui, après, c'est elle qui porte et pas dit que, tu comprends, Corinne est venue me dire que, Natacha, tu avais une chaussure là. C'est elle la mauvaise. C'est elle la mauvaise, c'est Pauline la mauvaise. Pourquoi quand elle raconte sa vie, Corinne ne lui raconte pas aussi la sienne? Mais est-ce qu'on peut considérer que ce phénomène n'est visible que chez les femmes? Non, même pas les hommes. seulement. Et c'est même grave encore chez vous les hommes. Parce que vous vous racontez un tas de trucs vraiment désolants, désagréables. Non, je veux Non. dire que... Je veux Oui, dire que c'est plus grave quand c'est les hommes. Votre exemple vous trahit. Je veux dire que quand on voit les sujets sur lesquels vous faites des commérages, La c'est comme, différence... vous l'avez dit, des broutilles, des Non, chaussures la différence portées, avec les femmes... la marque d'un sac, je veux dire, c'est des choses... La C'est différence- léger, ça. Je Je veux dis- dire que c'est des sujets qui sont très légers, quand même, Monsieur non? Fopousse, la différence avec les hommes, Oui. c'est que quand j'entends que l'autre a dit de moi ce qu'on a parlé ensemble, je clash en direct, je ne parle pas derrière. Les femmes, elles allaient voir une quatrième personne qui n'était pas dans l'histoire. Tu vois, souvent elles viennent ici, elles disent même de toi que... Et c'est ça qui est mauvais. C'est le commérage. Pauline est commère, Corinne est commère. La différence entre les deux commères, c'est que ça a touché Pauline cette fois-ci, c'était plus sur les autres. C'est pour ça que c'est sorti. Quand ça concerne le jeu, ça devient plus grave. Alors que quand c'est elle, c'est lui, c'est elle, ça ne dérange pas. Et c'est ça qui est le problème dans cette histoire. Alors, il faut souvent savoir... Quelle solution préconisez-vous alors? Il faut délimiter le genre de conversation qu'on a en fonction des relations. On est dans un système professionnel. Si ça ne concerne pas un débat où il y a plusieurs personnes, ne soulevez pas votre vie intime dans ce genre de sujet. Vous avez des copines, vous avez des amis, vous avez des soeurs, vous avez des cousines à qui vous pouvez parler de tout cela. Mais arrivez au travail, si vous voulez en parler, parlez des choses que si on soulève un jour, ça ne va pas vous blesser. Moi, c'est de ça que c'est ce que je vais préconiser. Maintenant, à Pauline, si tu n'es pas encore allé voir Corinne pour lui dire que, pas que les gens, non, dis que ce que tu as dit de moi, je le sais. Et je veux te dire que ça prenne fin aujourd'hui. Vraiment, va le lui dire. Ne viens pas nous raconter qu'elle a parlé, si elle a parlé, si elle a parlé, si elle a parlé. Ça. Tant que tu ne lui as pas encore dit que ce qu'elle fait est mauvais, elle va continuer à le faire. D'accord. On va terminer avec vous, de Dominique Audrey, sur l'histoire de ce matin. Oui, ici, là, je pense qu'en 2 ans, on a quand même le temps de nouer des relations avec les gens. Puisqu'on a déjà eu des histoires qui parlaient de colportage ici. Donc, je crois qu'on s'accorde tous sur le fait que tout le monde colporte sur tout le monde. Donc, ça, c'est plus un problème. Mais maintenant, si en 2 ans, on se lie d'amitié avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a de l'affection pour la personne, on développe un certain nombre de sentiments. Et c'est normal qu'on soit blessé dans son amour propre si la personne pour qui on a de la considération parle mal de nous. Donc, je rejoins forcément Karine qui dit qu'on n'a pas d'amitié, pas de lien à avoir avec ses collègues. C'est sûr, Pauline a fait l'erreur de penser qu'elle pouvait être exempte du traitement que Corinne inflige aux autres collègues. Donc maintenant, si vous avez assez de force pour vous défendre, pour lui taper dessus, faites-le. Si vous êtes sûr que ça va vous aider, vous allez pouvoir vous défouler, faites-le. Mais à Corinne, je vais lui dire vraiment, quand quelqu'un vous donne sa confiance, quand quelqu'un vous donne du respect ou bien vous fait entrer dans sa vie, c'est pas pour que vous racontiez sa vie en dehors. Oui, des affaires de chaussures et de sacs, ouais, c'est courant, ouais, tout le monde parle de ça. Mais maintenant, si quelqu'un vous fait entrer dans sa vie intime, dans sa vie privée, vous n'avez pas besoin d'aller le raconter à d'autres personnes. Vous dites simplement à la personne que j'ai pas besoin, je veux pas être ton ami, ou bien n'allons pas jusque là. Vous délimitez vos relations. Et je suis d'accord avec Brice qui dit qu'on doit juger les gens, mais j'estime également qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à accepter la critique. C'est pour ça qu'on ne va peut-être pas mettre d'abord des fleurs avant de dire à quelqu'un que tu t'es mal comporté ici, mais il faut juste trouver les bons mots, parce qu'il y a des gens qui sont très susceptibles au jugement. Susceptible parce que le Cameroun fonce dans la médiocrité. Parce que chez nous, on est plus exigeant. La critique permet d'évoluer. Comment Chez nous, on perçoit la critique comme étant une chose négative. Peut-être c'est la manière dont on le fait. C'est différent des petits racontages entre les filles. Ouais. Parfois, c'est la jalousie, parfois, c'est... un sentiment d'infériorité. Oui, ou une rivalité sur une ou deux choses.
et puis on se raconte des petites choses. Ça, c'est complètement différent. D'accord. On va tout de suite basculer sur les messages envoyés par nos téléspectateurs ce matin. S'il n'y a pas de message, comme vous nous signalez, on passe tout de suite à la colère de Donald Brice Kamgan ce matin. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur l'indifférence gouvernementale à propos de la situation des enfants, des jeunes filles et des femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans la crise anglophone. Même en période de paix, les bébés, les jeunes filles, les garçons, les petits garçons et les femmes ne sont pas des êtres tout à fait ordinaires. Non. Ils ne sont pas des êtres ordinaires parce qu'ils sont fragiles. Parce qu'ils sont fragiles, ils sont les plus exposés. Les bébés, les jeunes filles et les femmes sont davantage exposées en période de tensions sociopolitiques. C'est la raison pour laquelle les conventions internationales protègent les enfants, les jeunes filles et les femmes lors des situations d'instabilité sociopolitique ou de guerre, tout simplement. Le Cameroun ignore-t-il les conséquences traumatisantes, bouleversantes, choquantes des tensions sociopolitiques actuelles dans le nord-ouest et le sud-ouest, sur ces couches vulnérables? D'après diverses enquêtes des organismes du secteur des droits de l'homme et humanitaires, dont l'Organisation des Nations Unies pour la protection de l'enfance, environ 600 000 enfants ont été contraints de stopper prématurément leur cursus scolaire du fait de l'insécurité galopante dans les campus du nord-ouest et du sud-ouest. Aucune enquête spécifique ne donne à ce jour des précisions sur la trajectoire de ces jeunes enfants, ainsi obligés de laisser très tôt l'école, mais de sources dignes de foi, ils sont plusieurs dizaines à avoir rejoint les rangs des séparatistes et sont formés au maniement des armes très tôt. Il y a près de 2 mois, les Camerounais ont appris avec stupéfaction l'existence et le développement d'une filière de la prostitution, notamment tenue par des jeunes filles déplacées de la crise anglophone à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. En préparant cette réflexion, nous avons saisi le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour tenter de savoir que sont devenues ces filles, âgées pour certaines de moins de 25 ans, mais en vain. Jusqu'à ce matin, nous attendons la réponse du ministère des Affaires sociales que nous avons contacté et qui nous a promis de nous revenir il y a quelques jours. D'après divers reportages et enquêtes, plusieurs dizaines de jeunes, parfois mineurs, sont victimes de viols dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Ces faits se déroulent dans la pure indifférence des responsables officiels, dont la mission régalienne se réduit à la gestion de ce type de situation. Sont-ils autant inhumains pour assister sans la moindre compassion au traumatisme de ces gamines appelées à construire le Cameroun de demain? Quel accompagnement les pouvoirs publics apportent-ils aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, prises entre 2 feux, celui des séparatistes et celui des forces régulières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Environ 70%
de personnes déplacées dans le nord-ouest et le sud-ouest sont des femmes, d'après une enquête indépendante. Quel suivi psychologique, social, économique le gouvernement apporte-t-il à ces femmes qui ne demandent qu'à vivre dans un Cameroun où l'on cherche depuis 3 ans la paix, sans la retrouver, dans le nord-ouest et le sud-ouest? À demain. Voilà, donc on va évoquer cette question. Cela fait suite à deux images d'atrocités où on a vu des femmes se faire battre par des sécessionnistes dans le Nozo, et c'est important de le signaler parce que ça remet donc en scène, comme l'a décrit, l'a dépeint de fort belle manière Donald Brice Kamgan ce matin, une situation inconfortable pour le Cameroun à l'orée de toutes les institutions que nous avons et qui peuvent ce matin être interpellées dans leur rôle, dans leur mission. On va également dire ici et évoquer le ministère des Affaires sociales avec Dr Paul Irène Nguéné, mais également le ministère de la promotion de la femme et de la famille, professeur Marie-Thérèse Abenon-Ndoa. Ce sont deux ministères quand même qui peuvent être interpellés à juste titre ce matin sur cette question de la protection des personnes vulnérables que sont les femmes, les enfants, les bébés aussi. Donc c'est important qu'on le dise parce que on a vu comment ailleurs ces données-là sont prises en compte avec des corridors humanitaires et des options qui sont véritablement mises en place pour en tout cas faire en sorte que ces femmes-là puissent, ces personnes-là, ces enfants puissent être donc entretenus et puissent être prises en compte. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on voit? Rebelote, parfois ces femmes sont instrumentalisées. On l'a tout récemment vu avec cette visite du Premier ministre à Bamenda où les femmes ont été appelées. Là, c'est pour danser, pour chanter et pour faire du folklore. Et pourtant, d'ailleurs, on voit très bien que c'est du cynisme derrière ces images qu'on tend à montrer aux Camerounais. C'est du cynisme, c'est de l'instrumentalisation, malheureusement. Alors, bon, Bengan, on va peut-être vous demander comment décoder cette question ce matin. Je ne comprends pas pourquoi la répression a atteint un niveau d'impitoyabilité au point où, comme vous avez dit, aussi, de seuil même, j'allais dire, de la non-protection des couches les plus vulnérables, même les plus vulnérables. J'ai été, j'allais dire, courroucé hier lorsque j'entendais l'ancien magistrat devenu avocat, Paul Aya Abimé, qui dit que sa fondation a été interdite et même sommée de ne pas aider les femmes qui accouchaient dans la forêt. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut faire. Et il dit, parce qu'on le soupçonne, alors on soupçonne sa fondation d'être de connivence avec les ambazoniens. Écoutez, ça veut dire qu'en fait, que on vous interdit de sauver une femme qui donne la vie, parce que elle donne la vie dans un côté où il y aura vos ennemis. C'est incompréhensible ça quand même. Vous savez, si la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a atteint ces niveaux, ça veut dire qu'en fait que le gouvernement a clairement défini sa ligne de couverture sécuritaire. Et les autres, c'est des ennemis. Même les enfants qui naissent, même les femmes qui sont en train d'accoucher. Et c'est ça qui est révoltant aujourd'hui. Et demain, quand il a parlé aussi, je ne suis pas, comment je vais dire ça, je ne fais pas l'exégèse de la pensée, mais je fais ce rapprochement parce que ça se rattache, et parce que lui, il a des éléments qui se rattachent à la chronique du jour. Est-ce que la communauté internationale peut considérer cela comme un crime contre l'humanité? Je pense que la première personne à le dire, c'est un avocat aussi, à Keremouna. Parce que puisque Brice revient avec cette chose, ça donne l'impression que le gouvernement fait exprès de ne pas encadrer ces couches les plus défavorables. Mais à quoi c'est dû? Est-ce qu'on peut trouver que cela est dû à l'inexpérience du Cameroun sur la question? Non. Il disait quand même, parce que
Le général Semengue, c'est vrai, il n'est plus en service. Tato James, peut-être non plus, ils sont en deuxième section, on les appelle les retraités. Mais ils ont transmis. Ils étaient là, dans les années 60, 61, 62. Donc, ils ont combattu le maquis. Ils savent ce que c'est que les déportations de la population. Ils savent comment les populations ont souffert et continuent à traîner jusqu'à aujourd'hui les séquelles de ces déportations, parce qu'on parlait des zones de regroupement. On vous enlève dans vos villages, on vient vous parquer en ville où vous n'avez rien du tout. Donc, on sait tout ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, avec cette expérience, on aurait quand même pu avoir un langage, j'allais dire, pas aussi excessif en l'égard des associations de défense des droits humains. Vous savez comment on tient le REDAC, quel langage le gouvernement utilise à travers Amnesty International, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Croix-Rouge, qui n'a pas vocation à rendre public ces rapports, on ne sait pas dans quelle situation elle se trouve. Donc, en fait, toujours est-il qu'elle ne dit rien. Et quelle est donc la situation? Qui peut nous donner la situation de ces personnes les plus vulnérables? Donc, c'est là où on risque peut-être d'accuser le gouvernement d'organiser un génocide. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on dit génocide, ça veut dire que c'est quelque chose qui est organisé pour décimer une population particulière. Donc ça devient un problème. Et vous vous rendez même compte que ça fait plus de 6 mois, le Cameroun est sous assistance humanitaire par le Programme alimentaire mondial. Mais quelle est la région du Cameroun où on veut mourir de faim, ou alors on meurt de faim, on ne vous dit rien? Mais le Programme alimentaire mondial vous envoie la nourriture. Est-ce pour ces populations dans le nord-ouest ou le sud-ouest? Est-ce pour les régions du Grand Nord prises sous la coupe de Boko Haram? On ne sait pas. Donc, justement, ce mutisme-là fait peur, fait craindre qu'il y aurait quelque chose de grave. Donc, c'est pour cette raison qu'il devrait donc donner aujourd'hui peut-être le ministère de l'administration territoriale qui coordonne. C'est vous qui connaissez l'expression, si c'est quoi humanitaire? Le plan d'urgence. Voilà, le plan urgence humanitaire, merci. Oui. Il coordonne donc à nous dire, peut-être en donnant, parce que là aussi on veut des chiffres. Non, il y a eu tant nombre de femmes qui sont telles, des jeunes filles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, alors, bon, le terme officiel, c'est le PAHU, hein, le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Ah, d'accord, merci. C'est le terme officiel. Même si on peut, nous, ici, on transforme ça à notre sauce. Alors, je reviens à vous, Robin, parce que c'est important. Je voulais vous attendre là-dessus. J'ai forcément oublié. Vous le pas eu. Vous m'avez posé la question, j'ai oublié. Alors, le ministère de... Est-ce que c'est normal que les deux ministères que je viens de citer soient aux abonnés absents, soient invisibles sur cette question? Non. C'est normal? C'est pas normal. Ou bien c'est que, comme c'est la fait de la guerre, de la défense doit s'en occuper? Non, c'est pas normal. Oui. La défense est permanente dans un pays en cas de guerre ou en cas de paix. Oui. Et il y a le 4e principe de la défense qui parle de l'universalité de la défense. Ça veut dire que les populations sont associées. Et là, même lorsqu'on associe les populations à la défense, il y a des données, des orientations qu'on inculte à la population pour protéger tel. Donc, en principe, même lorsqu'on va dans un village où moins on engage, on évite d'abord les femmes, les enfants et les handicapés. On les évite. Et si, chemin faisant, vous trouvez qu'il y a une femme enceinte, elle n'a pas besoin de vous dire « aidez-moi ». Vous la prenez parce que vous estimez que la zone est dangereuse. Pour le cas d'ici des Ampaboches, vous lui dites « madame ». Donc vous n'avez même pas lui demander où se trouve son mari. Vous la prenez, vous lui donnez l'assistance nécessaire. D'accord. Pour continuer. Très donc, c'est à ce moment donc que le ministère des Affaires sociales, la promotion de la femme, devait donc servir de relais en interpellant, je veux dire, en apportant des actions de telle manière que leurs représentants régionaux puissent capitaliser et former, si possible, des camps d'encadrement de ces personnes-là. Alors, je rappelle que le délégué du régional des affaires sociales pour le Nord-Ouest avait été enlevé dans la foulée de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. Souvenez-vous d'ailleurs. Alors, Donald Brice Kamgantou, récemment, on a vu un bébé mort à Mouyouka. Ça avait suscité un tollé général, mais on a encore vu que la manière avec laquelle le gouvernement avait traité cette question était un tout petit peu scandaleuse. Est-ce que, et je repose encore la question, est-ce que ça participe ou bien est-ce que ça découle de l'inexpérience
qu'on pourrait reconnaître au Cameroun sur cette question? Non, je ne pense pas que ce soit de l'inexpérience. Dans une crise comme celle-ci, l'une des premières choses à faire, c'est la protection des couches vulnérables. Les enfants, les jeunes filles, les femmes qui n'ont généralement pas de moyens de défense. Il nous est revenu que plusieurs jeunes filles dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour se faire assurer une protection lorsque les tensions, lorsque les affrontements ont lieu, accordent des faveurs sexuelles aux garçons pour en bénéficier. C'est extrêmement grave. Et vous parlez de l'enfant qui a été assassiné à Moyoka et sur laquelle il y a une controverse. On n'a pas entendu le ministère de la promotion de la femme et de la famille, encore moins le ministère des Affaires sociales. Il y a une action même interministérielle qu'il faut mener parce que il y a les deux ministères qui sont censés être en front line des actions en faveur de ces couches vulnérables, qui sont au ministère de la promotion de la femme et de la famille, Affaires sociales, mais aussi au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous vous souvenez de ce reportage à Bonabéry, on a vu des jeunes filles qui sont venues de ces régions-là et qui n'avaient plus de moyens de subsistance, se livrer à la prostitution parce qu'il fallait vivre. Le JICAM a fait un rapport sur les pertes d'emplois enregistrées dans les deux régions du fait de la dégradation du tissu industriel et économique de ces deux régions. Le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle devrait accompagner ceux qui ont perdu leur emploi, soit définitivement, soit momentanément, pour leur insertion dans les régions où ces personnes-là se sont établies. Je pense que c'est une indifférence sur cette question comme sur bien d'autres. Cette question elle est forcément très sensible, mais sur cette question comme sur bien d'autres, on n'a pas le sentiment que le gouvernement a un plan spécifique. Nous ne faisons pas du journalisme de mauvaise foi. Nous avons contacté le ministère de la promotion de la femme et de la famille et le ministère des Affaires sociales pour savoir s'il y a des actions qui sont menées. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de réponse. Et même s'il y a des actions si jamais il y a des actions qui sont menées, le fait qu'il n'y a pas de communication sur ces actions-là, c'est un problème, puisque la communication fait partie des outils de la gouvernance. Vous croyez vraiment qu'il y a des actions qui sont menées? Ce qui est intéressant à souligner, et chaque fois qu'il a été question dans cette affaire, dans cette émission, d'évoquer ces deux ministères-là, on a toujours estimé que beaucoup d'actions se font dans des salons feutrés, des salles de conférences, des séminaires et ateliers. Et on a de la peine, encore aujourd'hui, à saisir et à sentir, à toucher du doigt les résultats, à les palper clairement et concrètement sur le terrain. Parce que si on en parle ce matin, c'est parce que la situation est critique. C'est parce qu'il y a cette vidéo tout récemment qui montrait des mères d'enfants, des femmes d'ailleurs, qui avaient encore des enfants en main, se faire tabasser, se faire chicoter par des Ambazoniens. Et l'indifférence, on le voit très bien, est le maître mot du gouvernement camerounais. Jusqu'ici, c'est une affaire de médias. Peut-être même une affaire d'équinoxe, parce que quand on dit média, il faut aussi qu'on relativise. C'est peut-être, entre guillemets, une affaire d'équinoxe. Ça veut dire qu'il n'y a qu'ici qu'on est choqué, qu'on est inquiet, qu'on s'inquiète. Mais au final, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait en retour pour justement choper ces questions-là et de les mettre au devant de la scène pour que finalement, lorsqu'on conçoit un plan comme celui-là, comme le PAU, le plan d'assistance humanitaire d'urgence, qu'on ait un volet typiquement ou bien spécialement donc dévolu à ces préoccupations des cadets sociaux, des personnes, des couches vulnérables, comme vous l'avez dit, Donald Preskamgan. Donc c'est malheureusement le cas, il n'y a pas de résultats, les résultats sont aux abonnés absents, donc on ne peut que faire le constat de ce que tous les jours des jeunes filles se font violer. D'ailleurs la question du viol, c'est une question, et on voit très bien que là encore, c'est une affaire d'ONG qui jusqu'aujourd'hui se plaignent encore de ces cas de viol. Mais chaque fois qu'il y a eu des rapports en ce sens sur cette crise anglophone, qu'est-ce qu'on a eu en face? On a eu un gouvernement qui s'est toujours dit non, circuler, il n'y a rien à voir. C'est des personnes qui ont ourdi un complot contre le Cameroun. Ce n'est pas sérieux, c'est impossible que des Camerounaises, des jeunes Camerounaises vivent une telle situation. Donc il y a un déni. Et à partir du moment où il y a un déni, Donald Preskamgan, on est clairement dans une forme de non-résultat, d'absence de résultat, et les conséquences sont celles que l'on voit sur le terrain actuellement. Oui, il faut s'attendre à ce que cette affaire connaisse peut-être un rebondissement, parce que nous parlons des viols,
on a reçu des témoignages de jeunes filles qui viennent de ces régions qui ont été violées et qui indexent un certain nombre de personnes. Voilà. Il faut s'attendre à moins que lorsque le gouvernement est incriminé, est éclaboussé avec des accusations plus ou moins fondées, il faut bien s'attendre à ce que le gouvernement sorte comme le plus souvent sur la défensive alors qu'on attend des actions en amont. D'accord. Karine, sur la question, je vous en prie, allez-y. Quelle est votre lecture? Même en temps de paix, les femmes et les enfants sont vulnérables. Parce que je me rappelle, lorsque nous étions petites, il n'y avait pas de guerre au Cameroun à cette époque, mais il y avait des actions qui étaient menées contre les viols. Il y avait des actions, des campagnes qui étaient menées contre les veuves et autres. Mais aujourd'hui que nous sommes en temps de crise, où plusieurs personnes devaient se lever pour fustiger ces actions-là, on n'entend rien. Est-ce que ces personnes sont tenues au silence? On ne comprend pas comment l'affaire de ce bébé qui avait été assassiné à Mouyoka n'a pas pu faire écho et qu'aucun ministre chargé des conditions, que ce soit de la femme ou bien de la famille ou des affaires sociales, n'en parle. Et aujourd'hui, on est quand même à un niveau où les réfugiés viennent de partout. Il n'y a pas de camp pour les contenir. Ça veut dire que même étant où elles sont réfugiées, elles sont encore victimes de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui s'échappe de la région du nord-ouest, du sud-ouest, arrive peut-être à Douala ou à Bafoussam pour être réfugiée ou accueillie dans une maison. Là-bas, elle peut se faire violer, là-bas, elle peut se faire abuser, là-bas, elle peut devenir esclave et tout. On n'en parle pas, mais je suis certaine que lorsqu'une enquête sera menée dans ce sens, on va voir que même le phénomène de la vente de l'humain a commencé à être perpétué au Cameroun, juste parce qu'il y a la guerre. Et quand on n'en parle pas, c'est comme s'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que la vidéo des femmes qui sont battues au nord-ouest ou au sud-ouest là récemment, c'est une fausse vidéo, c'est un montage. Mais là encore, on tombe des nues. On continue à rejeter la situation, à tout faire pour s'en laver les mains comme Ponce Pilate, parce qu'il s'agit d'une situation qui ne nous touche pas directement. D'accord, très bien. Apporter un élément, Karine. Oui. D'après une enquête, près de 70% de personnes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest sont des femmes. D'accord. Alors, j'aimerais juste rappeler, quand je disais une expérience du Cameroun, je m'attendais à ce que, évidemment, qu'on dise que le Cameroun ne peut pas se cacher derrière une quelconque inexpérience, puisqu'on a vécu la guerre Boko Haram, où cette question également a été, en son temps, mise sur la table, la question des jeunes filles kamikazes. Comment ces gens-là réussissaient à endoctriner ces filles-là et même à les obliger à aller se donner la mort pour cette cause où il fallait évidemment promettre des choses fallacieuses à ces enfants-là. Donc c'est une question que le gouvernement camerounais a connue en son temps. Et d'ailleurs, je me souviens que Dr Raoul Sumotayo avait dit à l'époque que gagner cette guerre ne sera pas uniquement sur le plan sécuritaire des armes, mais il faudra que sur le plan de l'éducation, sur le plan social, que l'on puisse amener les gens à être, on va le dire, à ne pas être sous l'emprise. À adhérer à la lutte. Voilà, ne pas être sous l'emprise de ces gens-là. Donc voilà cet obscurantisme qui malheureusement trouve un terreau fertile chez ces femmes, ces enfants, ces bébés, parce que l'État du Cameroun les a abandonnés. Il faut dire les choses avec les mots. Dominique Coudray, allez-y. Depuis le début de cette crise, tous les jours, à chaque étape, on a un cas marquant, un fait grave. On a eu le bébé qui est mort. On se serait attendu à ce que ce soit la fin, qu'on siffle la fin de ce problème-là et qu'on trouve des solutions, mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, on a la vidéo de ces mamans qui se font fouetter sur le goudron. Jusque-là, rien ne se fait. Je me dis, par rapport aux jeunes filles qui font la prostitution aujourd'hui, malheureusement, j'aurais pas dû dire ça, qui vendent du plaisir ou bien qui cherchent à se nourrir à Bonabéry, on se serait attendu que les ministères en charge fassent quelque chose, mais je suppose qu'elles attendent une instruction parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Tant qu'il n'y a pas de sous l'instruction, vraiment rien n'est fait, malheureusement. Aujourd'hui, on a des mères qui voient leurs enfants ne plus aller à l'école, des mères qui voient leurs enfants, en plus de tout ce qu'elles subissent dans leur corps, dans leur chair, voir leurs enfants faire la prostitution, se retrouver à avoir des armes, c'est
En plus de ça, on a également la violence sexuelle. Je crois qu'il y a la Convention de Genève qui dit qu'on doit prendre des mesures spécifiques pour des personnes vulnérables comme les enfants, les femmes enceintes et autres. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Moi, je ne sais pas. Je crois que le gouvernement devrait prendre des mesures pour gérer les besoins spécifiques à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend pour que ces femmes retrouvent leur dignité, leur vie? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend? Ok, d'ailleurs, je regardais tout récemment une vidéo sur Internet où on demandait à un ministre comment il préparait la prochaine année scolaire et la rentrée qui arrive en septembre, et spécifiquement quelles étaient les mesures spécifiques prises par rapport aux deux régions nord-ouest sud-ouest. Et j'ai bien vu que ce ministre avait beaucoup de mal à expliquer effectivement les méthodes et les mesures prises. Vous comprenez évidemment que là encore, il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de gens qui estiment que le Cameroun s'arrête qu'à Douala et Yaoundé. C'est malheureux. On ne peut qu'aujourd'hui le dire et constater que ça a des conséquences désastreuses sur notre pays. Heureusement, et vous l'avez d'ailleurs dit, heureusement que les médias encore peuvent, avec vous, Nona Brice Kamgan, essayer de lever un par de voile sur cette situation et dire que là, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des enfants soldats qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller sauver des griffes de l'obscurantisme. Madame, messieurs, merci. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous parce que nous sommes de retour dans un instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Retour sur ce plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, lundi 22 juillet 2019. Nous sortons d'un week-end fort pour le Cameroun et dans cette émission ce matin, nous ferons le relais de ce week-end fort. Mais cette émission a donc un canevas, on va tout de suite prendre quelques messages. On n'en a pas lu en première partie, ce qui nous oblige un tout petit peu quand même à être un peu plus long pour cette partie. Donc avec vous, Karine Sontia, nous tournons vers vous. Allez-y. Oui, une fois que moi je surprends ou j'apprends qu'une personne mal parle de mon nom, je vais directement chez ce dernier et je gère avec lui et je lui dis d'arrêter. Le message n'est pas signé ce matin. Un autre message, il faut qu'elle cause pour lui faire part de son mécontentement. Si par la suite rien ne change, vaudra mieux que Pauline opte pour une relation strictement professionnelle. Marlise de PK8 qui nous écrit. Alors, l'histoire du jour n'est que la redondance des difficultés retrouvées en entreprise. Il est préférable de porter critique aux personnes autour de nous que de les juger, car juger ne laisse pas entrevoir quelque chose de bien. Rosie de Lorbessou qui nous écrit ce matin. J'ai beaucoup aimé votre coup de gueule ce matin, Donald. C'est rare qu'on soit aussi iconoclaste dans cette thématique, de venir casser les codes et de dire que voilà, désormais il faut qu'on sache que notre façon de faire n'est pas la meilleure des manières. Il y a comme une forme de ponce-pilatisme dans cette société camerounaise actuelle où les gens ne veulent plus, d'ailleurs, même quand les personnes ont des choses à dire, refusent de les dire parce qu'elles craignent en retour la réaction des personnes qui, elles, de leur côté, d'ailleurs, estiment que toute critique portée contre elles est une déclaration de guerre. Malheureusement, vous l'avez fait ce matin et en tout cas, moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre ce coup de gueule. Ça changeait un tout petit peu des discours habituels, un peu convenus, des salons feutrés dans ce pays. C'est important ça aussi quand même. Oui, mais il faut dire que justement pourquoi on en est arrivé là. Oui. Ça s'accompagne, les deux vont de pair. Au moment où vous jugez, la société doit vous permettre aussi d'apprécier les gens. Quand quelqu'un s'est bien comporté, vous lui dites merci, et ainsi de suite. Or, la société camerounaise a assassiné un côté et laissé prospérer l'autre. D'accord. Oui. Notamment avec le retour au multipartisme. Il était question que, puisque c'est la presse privée qui était devenue comme... Si vous dites qu'un fonctionnaire a bien travaillé, le lendemain, il est élevé de ses fonctions. Donc, ça, j'allais dire, ça a changé de logiciel. D'accord. Et, comme disait, c'est pour aller dans votre sens, puisque vous, j'expliquais seulement. Oui. Et effectivement, nous devons donc faire l'effort. Aujourd'hui, en portant critique à quelqu'un, lui donner des orientations aujourd'hui aussi. Dire le gars, je voudrais que.
tel m'a dit, mais vraiment, comportons-nous comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, donner aussi des perspectives pour lesquelles, parce que de toutes les manières, il n'y a pas de bon. Je l'ai dit. Je comprends déjà. Non, je vous comprends. J'expliquais seulement là où on nous a menés. Je l'ai dit parce que c'était tellement original dans l'angle de l'histoire de ce matin. Parce qu'on a, on a quand même ce matin sur la table, on a deux jeunes Camerounaises. Il y a une qui se plaint de ce qu'elle confie à l'autre, être par la suite répercutée dans son entourage partout, et donc il y a comme une forme de, on va dire, d'une personne qui n'a pas, qui ne sait pas tenir un secret, si tant il est que c'est un secret lorsqu'elle raconte l'histoire. Donc c'est à ce niveau, je dis, c'est intéressant qu'il soit entré comme ça pour essayer un tout petit peu de secouer la fourmilière. Pour que chacun s'interroge par rapport à comment il vit avec les uns, quels sont nos rapports à l'autre, comment on le voit. D'ailleurs, vous faites bien de le dire parce que j'ai tout récemment lu, on va dire, parce qu'actuellement sur Twitter, c'est un réseau social pour ceux qui le regardent, c'est un réseau social un peu comme Facebook. Twitter, il y a donc actuellement un débat sur Twitter sur le plan de la culture, avec la musique. Il semble qu'il y ait un artiste camerounais qui s'appelle Salatiel, pour ceux qui le connaissent, qui a collaboré dans un album de Beyoncé l'américaine, qui a une renommée internationale, et beaucoup de Camerounais s'en sont félicités, qui est un Camerounais qui est pour collaborer dans une chanson de Beyoncé l'américaine, l'album Lion King, et le titre c'est Water, et beaucoup estiment qu'on ne devrait pas comme des Camerounais, en faire tout un plat. Donc c'est normal, et que c'est un acte banal, que ce Camerounais-là, musicien camerounais-là, ait collaboré avec Beyoncé, est un acte banal, et qu'on n'a pas à en faire toute une publicité. Vous voyez ce type de polémique qui arrive? Ça veut dire que quelqu'un réussit un tel exploit, parce qu'il faut quand même le dire, ça reste un exploit, mais les Camerounais réussissent à le rendre normal, à le rendre banal, à le rendre ordinaire. Voilà. Alors qu'à l'époque, vous verrez les gens, peut-être vous ne l'avez pas connu, Rachel Tungui, et vous avez connu peut-être les douleurs, mais quand quelqu'un a collaboré avec Francis Bébé ou Manu Dibango, c'était apprécié. Apprécié partout. Tel a parlé, était dans l'orchestre de Paul Simon. Tel a été. Donc, voilà, c'est parce qu'on tire la société par le haut. Et malheureusement, à un moment donné, ceux qui nous gouvernent ont pensé que quand vous dites, mais c'est faux possible, non, vraiment allez dire, on va couper la très bien. On va continuer à lire les messages, Karine. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne devrait pas parler de travail, on ne devrait parler que du travail dans le domaine professionnel, mais il est possible qu'elles aient une relation intime et qu'elles soient confidentes. Donc, elles devraient tout se dire. Merci. Le message n'est pas signé. On va prendre quelques messages concernant la colère de Donald ce matin. Alors, le problème est que les règles relatives à la protection des personnes vulnérables ne sont pas enseignées dans les lycées et collèges, alors qu'il s'agit là des mesures préventives relatives à la dite protection imposée par les conventions de Genève et leurs protocoles. Le gouvernement doit donc prendre ses responsabilités. Virissou de Yagua. D'ailleurs, je me faisais une réflexion me disant, mais attends, nous on se plaint ici qu'en temps de guerre, ces couches vulnérables soient prises en compte, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en temps de paix, elles le sont pour autant, elles le sont tout autant? Non. Alors, prenons le cas des personnes du troisième âge. Interrogeons-nous, menons une enquête. Comment ces personnes-là vivent cette guerre? C'est pour ça que lorsque vous avez convoqué l'inexpérience, c'est un élément qui ne tient pas du tout. Tout à fait, oui. Au regard du fonctionnement systémique de notre gouvernement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des actions extraordinaires du fait de la crise dans le nord-ouest national. Voilà. Donc, les personnes du troisième âge, par exemple... Non, mais vous verrez un adulte, un adulte qui viole et assassine des nourrissons en Konsamba, on ne fait rien. Aucun de ces ministères n'a parlé. Vous avez entendu parler des crimes rituel à Mimboman, personne ne dit rien. Bon, vous voyez, il y a ici même à Douala où on vous dit que les enfants de tel épargne, on n'en sait rien. Donc, voilà, comme vous dites, et vous avez raison, même en temps de paix, est-ce que les institutions que nous avons, notamment ces deux départements ministériels, est-ce qu'on voit leur action dans la protection même
des filles. Et à l'époque, on parlait des filles inadaptées sociales. Donc, elle n'a pas pu avoir son CEP. Voilà, home atelier. Est-ce qu'on en parle encore? Rien du tout. Donc, malheureusement pas. D'ailleurs, j'ai tout récemment vu là-bas, au niveau de Bali, l'un des home ateliers. Vous me rappelez. Oui, tout à fait. J'oubliais même qu'il y en avait encore. Oui, voilà. Merci. Il faut bien interroger son action et son efficacité. Et voilà. Alors, on va lire 2 messages et passer à autre chose. Karine. Je vous trouve un peu parti pris. Les soldats s'en prennent aux civils, vous accusez l'État. Les Amba Boys s'en prennent aux civils, vous blâmez encore l'État. Mais ne condamnez pas cet acte. Je ne suis pas content. Non, mais qu'est-ce qu'on... Je veux dire, à un moment donné, c'est ce que dit Donald tout à l'heure quand il se plaint de la critique. Quand on critique, il veut dire que nous ne sommes pas... On va dire, on n'a pas élu les Ambazoniens. On a élu un président de la République qui est responsable de ce qui se passe sur le territoire national du Cameroun. À moins qu'on dise que le nord-ouest et le sud-ouest n'est plus du Cameroun et que dès qu'on est là-bas, il y a un président il faut se référer. Mais des gars, on doit être logique. Nous ne sommes pas pour la sécession. C'est justement pour ça que nous disons au gouvernement de Yaoundé qui a dans le mandat du peuple de faire son travail, de mettre en place des... Je veux dire que un bandit vient te voler chez toi. Certes, le bandit il est mauvais, mais tu te plains, mais la police est où? La police aurait dû faire en sorte que ce bandit-là n'arrive pas chez moi. Donc c'est ce qu'on appelle l'insécurité. Et ailleurs, dans des pays comme la France, le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, est jugé aussi par rapport à sa capacité à faire en sorte que les Français soient en sécurité. Absolument. Donc il faut qu'on soit d'accord sur ces points-là. La preuve, on reporte les élections municipales, on ne peut pas les tenir là-bas. Vous voyez donc le fait même de critiquer le gouvernement et le chef de l'État en premier, c'est ça la solution. Parce que c'est eux, les deux, qui apporteront la solution à ce problème. Tout à fait. Oui. Le gouvernement, pour répondre à ces téléspectateurs, il faut savoir que le plus souvent, et dans plusieurs cas de rapports ou d'opinion internationale, le gouvernement surfe sur la fibre nationaliste, ou la fibre chauviniste précisément, pour rejeter totalement ce qui est publié, que ce soit par Amnesty International ou d'autres ONG. Le plus souvent, ces ONG critiquent à la fois les séparatistes et l'action de l'État. Mais lorsque le gouvernement fait une sortie, c'est pour dire ces ONG sont contre le Cameroun. Or, il y a un rapport d'Amnesty International qui date, je crois, de 2015 ou 2016, je crois 2016, où Amnesty accuse l'armée d'un certain nombre de dérives dans la guerre contre Boko Haram. Le gouvernement à l'époque avait rejeté en bloc le rapport à travers l'ancien ministre de la Communication et avait annoncé à travers le ministère de la Défense une contre-enquête. Jusqu'aujourd'hui, on attend cette enquête. D'accord. On va basculer tout de suite à la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia, bien en place. Je ne sais pas s'il faut dire droite dans vos bottes ou droite dans vos tennis. Vous avez des godasses au moins? Non. Vous avez des je sais pas quoi. Chaussures à talons. Des chaussures à talons. D'accord, donc droite dans vos chaussures à talons. Tout de suite, allez-y, on y va. Ce matin, on commence par le meeting géant pluvieux du RDPC à Bafoussam pour dénoncer les atteintes aux institutions républicaines, dont le président de la République, tous les discours de haine tribale et promouvoir la cohésion nationale et la paix. Alors, c'est sous une pluie torrentielle que le sultan roi des Bamoun, sénateur Ibrahim Bombo Njoya, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC Ouest, a adressé un discours. Bon, voici un extrait que j'ai sélectionné pour vous. Pendant que d'importantes mesures prescrites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, visant à restaurer la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à des violences perpétrées par des milices sécessionnistes, connaissent progressivement leur mise en place. Des individus sans foi ni loi se sont lancés dans des manifestations lâches et violentes à travers des propos haineux dans des contestations pernicieuses et injustifiées de vandalisme de nos patrimoines. C'est donc à juste titre que nous avons tenu à organiser ici même à la place des fêtes de Bafoussam, ainsi de suite, 3 points de suspension. Ce qui retient l'opinion et la toile ce matin, c'est surtout la pluie qui a complètement brouillé les activités. Certains parlent de bénédiction et d'autres de malédiction.
D'accord, 3 éléments Morobengan. D'abord, le discours de Ibrahim Bombo Njoya. Alors, il est bien clair que dans tout ce qui a été dit, on a bien retenu l'intérêt de l'Ouest qu'il a déclamé. Il a clairement dit quel était l'intérêt de l'Ouest dans tout ce qu'on a raconté là. Depuis autour de ce grand giga meeting, l'intérêt de l'Ouest est de montrer cette image d'Épinal qui a toujours été son image de toujours. L'autre point, c'est cette pluie qui a, on va le dire, un tout petit peu, qui s'est donné rendez-vous à ce meeting du RDPC. Quel est votre commentaire? Non, la première chose à dire, c'est que chacun doit choisir ses parents. Lorsque j'entends ce discours sur le patriotisme des tenants de pouvoir, ils vous disent nos pères fondateurs. Et justement, leur père fondateur, c'est qui? Moi, les miens, c'est Moumi, qui était Bamoun, c'est Oumniobe qui était Bassa, c'est King et Abel et Wanje qui étaient Bamleke. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme orientation? Et deuxième chose, leur orientation était-elle la même que Njimouli Seydou, le père de Momojoya, de Njoya Aruna, le père d'Endam Joya, de Foshive ou de Kame Samuel ou des autres? C'est comme ça qu'il faut passer le problème. Puisque le meeting est à l'ouest, je peux permettre de rester à l'ouest. Effectivement, on a fait croire à l'ouest que Wanje et King et Abel, Moumi, n'étaient pas bons pour eux. Pourquoi n'étaient-ils pas bons pour eux? Parce que voilà les tenants. Je ne parle que ça. Qui on dit le Cameroun, avant d'être indépendant, doit d'abord s'unir. Et à ce moment-là, nous aurons à intégrer nos nationalités dans la République autour d'un débat que nous verrons national. Et depuis 1951, j'avais commencé à vous dire, à attirer votre attention, à dire, le jour viendra, on va lever les chefs traditionnels contre les intellectuels. Ça arrive aujourd'hui, où ceux qui ont fait un peu l'école, ils diront à leurs chefs, ce que vous faites là, hein, nous on n'est pas dedans. Voilà, il leur dit ça en 1951. On va lever tribu contre tribu en 1951. Nous en sommes aujourd'hui. Donc, quand il vous parle d'abord de père fondateur, l'Épinal de l'Ouest, l'Ouest est l'Épinal, ça veut dire quoi? Il fallait resituer ces choses pour dire la chose simple suivante. Il y a une clique de personnes qui veut tuer le sentiment patriotique, bien qu'ils vous parlent de patrie, qui veulent tuer parce qu'ils ont tué la paix, ils ont tué le travail, il reste donc la patrie. Et maintenant, ils veulent tuer aussi ce sentiment patriotique pour vous rester dans le... Votre regard est original. Hein? Oui, oui, absolument, c'est comme ça. Triptyque. Parce que... oui. Chaque étage, il faut clairement tuer la paix, tuer le travail, et maintenant, on est à la patrie. Voilà. C'est très original. Vous verrez que... J'ai senti ça dernièrement, même dans les Lions indomptables. Oui. D'abord, quand on dit... Ah oui, mais les gars, pourquoi ils soutiennent les gars de l'Ouest? J'ai donné à pied. Voilà, ça a envahi même les Lions dernière. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même ce qui peut rester comme sentiment patriotique, où tout le monde peut se reconnaître au sein des Lions indomptables, on vous amène des divisions dedans. D'accord. Donc, en fait, on est en train de tuer la fibre patriotique qui reste en vous, parce qu'on sent ça. D'accord. On sent ça venir. Donc, en fait, il faut donc que dans cette capacité de réorganisation, de recomposition, ou j'allais dire de recomposition du système néocolonial à Yaoundé, il faudrait qu'à côté, il y ait ce qu'on appelle dans le jargon politique les forces du changement. Que ces forces du changement, là aussi, essaient de s'organiser pour renverser ce qu'ils n'ont. Parce qu'en fait, c'est les gérontocraties. Ils ont un problème. Ils savent bien que les jeunes ne les suivent pas pour pérenniser les fausses idées de la République qu'ils ont. Donc, ils sont embarrassés à ça. Et moi, je pense que l'éveil de la conscience... Départagez-nous. Est-ce que la pluie de Bafoussam était une pluie de bénédiction ou de malédiction? De malédiction, malheureusement. Je le dis, nous sommes là avec des autorités nationales. C'est une pluie de malédiction, justement. Oui. C'est une pluie de malédiction. Ça ne peut pas être autrement. Non, mais
Vous savez que la pluie parfois est vue comme la bénédiction. Vous ne pouvez pas tenir ce genre de langage. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le consensus qui encadre la société africaine, vous verrez même, bon, prenons le cas des représentants permanents du temps. Pendant le Ngon, il arrive un moment où on vient lui dire, on vient lui faire des reproches, c'est-à-dire qu'il n'est plus sultan là. Tout le monde peut venir lui dire, tu as promis si, tu n'as pas fait, il y a si, voilà comment le peuple Bamoun ne marche plus bien. Vraiment, il prend l'engagement. C'est donc ça le consensus. Quand vous arrivez, pourquoi ils ne veulent donc plus créer le consensus? Parce que nous qui sommes les autorités traditionnelles, on ne déclame en public que ce que nous avons pu prendre en bas. Quelles que soient les couleurs politiques. Oui, quelles que soient les couleurs politiques. C'est-à-dire que nous sommes même à mesure de dire tellement pas. Mais qu'est-ce qu'on a pris en bas? Ils n'ont rien pris en bas. Parce que précisément, comme leur avenir est derrière eux, ils n'ont pas su associer les jeunes générations pour la bonne prise de décision. D'accord, ok. Donc c'est une pluie de malédictions qui arrive. Alors, Donald Brice Kamgan, il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'il est quand même curieux d'organiser un meeting pour dire non aux dérives communautaires et le faire dans un cadre communautaire. Voilà, je préfère le dire comme ça pour ne pas choquer ceux qui nous regardent. Allez-y. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, que le cadre était communautaire là, à l'ouest? Oui, d'abord, avant cette structuration du meeting, je voudrais évoquer quelques éléments préliminaires. Oui. Ce meeting fera date pour au moins 2 éléments. D'abord, l'autorisation que le sous-préfet de Bafoussam Premier a autorisé, a délivré le récépissé. C'est un régime de déclaration, quand il dit l'autorisation, c'est un peu abusif. Ça fera le date. récépissé de réception. Voilà, ça fera date. Pourquoi? Nous sommes habitués au concept menace, risque de trouble à l'ordre public, lorsqu'il s'agit généralement de l'opposition. Le plus souvent, on ne voit pas d'éléments factuels, d'éléments probants qui amènent les autorités, notamment les sous-préfets, dans le cas échéant, à convoquer les risques de trouble à l'ordre public. Pour le meeting de Bafoussam, il y avait des éléments de langage, des actes, il y a eu des tracts qui ont circulé, le débat sur la toile s'est enflammé, il y avait donc des éléments factuels, objectifs, présageant d'un risque éventuel de trouble à l'ordre public. Et donc ces éléments, le sous-préfet manifestement ne les a pas vus. Ou alors les a vus, comme c'est manifestement le cas, et a estimé qu'il y avait tous les moyens nécessaires. Non, il les a vus et il a pris la décision d'encadrer le meeting. C'est ce que l'opposition lui demande aussi. Que Monsieur Kamgan peut organiser, on va dire je vais. À ce moment, puisqu'il m'identifie comme voulant, il encadre là dans le devoir d'encadrer le meeting. D'accord. Je veux pas cet élément, pourquoi? Parce que c'est important. C'est bon. Ça. Ce n'est pas certain que si ce meeting était projeté par une formation politique de l'opposition, avec le climat de tension qu'on a vécu, tension ne cesse que verbale. C'est un élément objectif que tout le monde voit. C'est un élément objectif que tout le monde peut voir, toucher. On ne conçoit pas les risques de troubles à l'ordre public dans son cerveau, dans l'imaginaire. C'est à partir des éléments factuels qu'on peut apprécier, que tout le monde peut voir ou toucher. Donc, d'abord sur cet élément-là. Premier élément. Deuxième élément, le choix de Bafoussam. Vous savez que Maurice Kamto est né à Bafoussam. Le choix de Bafoussam n'est pas anodin. Il s'agit, et c'est un logiciel de fonctionnement qui est propre au régime qui nous gouverne, de dire, et vous avez bien vu, en lisant les titres de la presse ce matin, en tout cas d'une certaine presse ce matin, dit que l'Ouest a rejeté Maurice Kamto. C'était le message, c'était la manipulation qu'il fallait faire passer pendant ce meeting de l'Ouest. Et le choix de Bafoussam, justement, rangerie cette idée-là. L'Ouest tourne le dos à Maurice Kamto. L'Ouest vomit Maurice Kamto. Non, et cela est... Fustige Maurice Kamto. Et cela est les termes sont forts. Et cela est propagé dans une certaine presse, justement pour faire penser que l'Ouest, d'où est originaire Maurice Kamto, l'a rejeté. Heureusement qu'au Cameroun, la société se politise davantage avec la démocratisation de la toile, où les gens ne consomment plus l'information déséquilibrée, où les gens ont la possibilité de peser, où les gens ont la possibilité de discernement, où les gens sont de plus en plus informés, où les gens s'intéressent davantage. Vous savez ce qui est parfois fait comme reproche au MRC, à Maurice Kamto.
c'est que c'est un parti bamileke. C'est ce qu'il dit, un parti de... Mais est-ce que le fait justement de dire que ces mêmes gens-là l'ont repoussé n'est pas contradictoire dans les éléments d'arguments qui sont parfois présentés pour combattre ce parti politique? Ce n'est pas que maintenant que c'est contradictoire. Je vous renvoie aux élections, aux résultats officiels de la présidentielle. Oui. À l'Ouest, Maurice Kamto a eu, je crois, 38%, et un peu plus de 40% pour le chef de l'État. Si l'Ouest avait été, si le MRC était un parti ethno-régional, Oui. j'imagine qu'à l'Ouest, ça aurait été un score stalinien. 100%, vous voulez dire? À l'inverse, dans le sud, le centre et l'Est, vous avez vu les scores du chef de l'État, c'est sans commentaire. Oui. De toutes les façons, sur ce débat justement, je pense que nous sommes dans une société qui n'est pas encore assez politisée, où les gens votent, je crois qu'il y a un sociologue qui a même fait des études dessus, où les gens votent le plus souvent en priorité pour leurs frères et sœurs ou pour leurs amis que par la qualité de leur projet de société. Ça c'est général, ce n'est pas une affaire qui est propre à Paul Biya ou à Maurice Kamto. Les gens votent parfois à partir des éléments subjectifs. Et ça dû à la jeunesse de notre démocratie et au niveau de culture politique que nous avons. Mais pourtant, d'ailleurs, c'est Philippe Nanga de Au Monde Avenir qui travaille beaucoup sur ces questions et qui mène des enquêtes, nous signalait ce matin sur Radio Equinox, par exemple, qu'ils ont rencontré des jeunes avant l'élection présidentielle qui avaient une conscience de vote pour des programmes qui avaient des visées programmatiques sur leur vote, mais qui, depuis, après la présidentielle, ont radicalement changé et des personnes qui soutenaient même Maurice Kamto avant ne le font plus aujourd'hui. Et il s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que ça a changé? Ils disent qu'elles ont reçu des pressions de la part de leur famille. Que les familles ont commencé à dire pourquoi soutenir un tel par rapport à ses origines. Donc, quand il a dit à la radio, moi j'étais surpris, il dit, mais donc c'est possible encore dans ce Cameroun d'instrumentaliser les gens par rapport aux origines d'un leader? C'est possible encore dans ce pays? Oui, c'est possible. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. À savoir que le paradigme, le critère origine est important dans le choix des Camerounais. Évidemment, au fur et à mesure que les gens vont se cultiver, cela va disparaître. Au RDPC, ça ne se voit pas. On ne sent pas que le RDPC bénéficie de cet élément tribal. Pourquoi? Parce que c'est un parti-État qui bénéficie des moyens de l'État, de véhicules personnels, ressources humaines, qui est donc étendu sur l'ensemble du territoire. On a l'impression qu'il y a un maillage, il y a une adhésion sociale au projet porté par le parti au pouvoir. Non, c'est parce que le parti se confond à l'État. L'élément tribal, c'est un élément objectif qui pèse, et les éléments objectifs comme le programme de société sont les éléments qui viennent après. Donc le débat, c'est l'instrumentalisation de la tribu contre un débat réel. Le régime essaie de bloquer le débat. Le débat, c'est est-ce que on peut, dans un pays qui se dit démocratique, assister à des manifestations à la fois de l'opposition et du parti au pouvoir? Est-ce qu'on peut avoir des règles équitables qui permettent à chaque bord politique de s'exprimer dans l'espace public? C'est ça le vrai débat. Et le régime essaie de dévier le débat sur le territoire tribal. D'accord. On vous a bien compris. D'ailleurs, beaucoup estiment, mais je pense qu'il y a un défi qui a été lancé sur Facebook il y a 2 jours. Quelqu'un qui disait, ok, d'accord, tant il est que l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto, que le pouvoir, que le régime de Yaoundé autorise justement à l'Ouest de faire un deuil de ce dos qui est tourné à Kamto, et on verra si effectivement à ce de la personne viendra pour l'enterrement. Bon, je veux dire que ce type de défi qui est lancé, est-ce que s'il y a justement les obsèques de ce dos tourné à Maurice Kamto à l'Ouest, est-ce qu'il y aura foule ou pas foule pour venir pleurer justement cet Ouest qui a tourné? Non, il y a quand même des choses. Les gens la savent. Ils ont que ce soit sous cadeau jusqu'à Mesmer ou quoi, De Gaulle qui leur a donné le pouvoir en 58, ils savent, on ne leur a donné que la répression et la corruption. Pourquoi on amène Ernest Ouandjé pour l'assassiner à l'Ouest? Quand vous parlez de l'épinard, c'est ça en fait. On vous dit, Ernest Ouandjé, voilà, lui n'aime pas le pays. Il n'aime pas. De toutes les manières, il s'est à coquiner avec les gens qui n'aiment pas le pays.
on l'assassine donc devant vous. Pour voir ce qui va arriver à ceux qui oseront le suivre. Voilà. C'est surprenant parce que il a été arrêté à Banga, jugé au tribunal militaire de Yaoundé, mais plutôt assassiné à Bafoussam. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, mais voilà les orientations données. Oui. Il dit, mais il s'attache à Moumni, qu'est-ce qu'il y a? Et tout. Quelques temps avant, je pense 10 ans avant, on l'avait déjà assassiné par la colonialiste français. Donc en fait, on va vous dire, nous avons signé un engagement depuis toujours avec les indépendances pour être du côté de ceux qui pillent le pays. On ne peut donc pas percevoir aujourd'hui que vous les jeunes, apparemment vous ne comprenez rien. Pourquoi voulez-vous donc critiquer l'ordre établi? Et c'est là où, au lieu de parler de ce que vous avez dit, l'éducation, oui, mais c'est le courage, je dirais même la témérité politique qu'il faut maintenant. Donc lorsque le jeune a découvert sa mission dans cette opacité, il faut pas la trahir, cette mission-là. Voilà. Il faut l'accomplir. Donc, le débat, c'est un rapport de force. Débat très, on va dire, très intéressant, je vous en conjure, puisque c'est important de faire la part des choses entre le message réel qu'on voudrait passer sous cap et justement l'instrumentalisation qu'on voudrait mettre en avant. Tout à fait. Juste un petit mot. Pour terminer, Sori expliquait pour Maurice Kamto, c'est voilà, pour Cabral Libi, hier, certains l'ont assimilé pendant la présidentielle au candidat des Bassa. Non, pire encore, Nkoumvondo dit que dans son village, on dit aux gens pourquoi ils votent Cabral. Voilà. Donc, c'est sa propre maman. On a volé son vote. Sa maman dit j'ai voté. On lui dit Cabral ne passe pas ici. D'accord. Le pouvoir, sachant que la fibre tribale est quelque chose d'important, d'encore assez important chez nous, surfe donc sur cet élément-là. Mais les Camerounais, heureusement, sont de plus en plus cultivés, informés, comme ils disaient, et ils savent qu'ils ont, en dehors de la tribu de base qu'ils ont, une tribu qu'ils partagent tous. C'est la tribu du manque d'eau potable, de l'absence d'électricité, de l'absence de soins de santé et de la faiblesse du plateau technique. Voilà. Dominique Audrey. Moi, je me suis interrogée ce matin quand je fêtais les unes. La plupart des journaux n'ont parlé que de Kamto. Je me suis demandé, est-ce que le rassemblement... Du rejet de Kamto par l'Ouest. Quand le rejet de Kamto... Oui, du rejet de Kamto par l'Ouest. Voilà. Je n'ai pas compris quel était le rapport. Le rassemblement, c'était pour dire que l'Ouest le rejette. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai même pas compris pourquoi cette presse-là parlait de ce rejet-là et en quoi ça consistait. Aujourd'hui encore, je me suis... Bon, je veux dire, ce samedi-là, j'ai été déçue. Parce que malgré toutes les invectives, tout ce que ça aurait pu causer, ils ont maintenu quand même leur rassemblement. Et moi, je vais saluer toutes les personnes qui ne se sont pas mélangées à ça pour que ça ne fasse pas un autre problème. Mais là-dessus, moi, je n'ai pas trop envie de mélanger. Oui, bien sûr, puisqu'il faut saluer, et c'est ce que disait Donald, c'est la maturité du peuple camerounais. Absolument. Qui n'a pas voulu aller à l'affrontement. Il faut toujours, à chaque fois, le dire. On va sortir, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Karine Sotia qui n'est pas très contente du tout. Allez-y, juste un mot, en 30 secondes, allez-y. J'ai pu regarder en ligne un direct dans lequel on interviewait des femmes venues des différents départements cités dans la lettre du sultan. Et on a interviewé une femme qui venait de la Menois. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle est venue. Elle dit qu'elle est venue pour soutenir le président de la République. On dit qu'est-ce qu'il a fait chez vous? Elle réfléchit d'abord. Après, elle dit, il y a les routes, il y a les ponts, je suis du conquis, il a fait beaucoup de ponts. Et après, là, elle commence à rire. Elle se demandait, mais cette maman... Tu veux de la Menois, elle est du conquis, comment elle dit donc de Kongni. Ah, ok, d'accord. De Kongni. Oui, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit de Kongni. Et quand elle a commencé à rire, je me suis demandé, mais... Elle rit pourquoi? Qu'est-ce qui est amusant dans ce qu'elle a dit? Parce que ce qui dérange dans cette histoire, c'est que vous voyez comment les gens trimballent leur propre maman pour amener dans des meetings, M. Foupoussi. Votre maman, qui n'a pas pu se lever le matin, préparer sa nourriture et manger, est à Bafoussam, elle ne sait pas ce qu'elle attend, du pain. D'accord. Et depuis qu'elle s'est levée le matin, elle est là, mais elle ne sait pas pourquoi elle est là. On va rapidement prendre autre chose, rapidement. Oui, justement. Et on va dire juste un mot sur ce qui arrive là. Oui. Puisqu'on parlait du MRC, les désormais ex-prisonniers du MRC réclament 61 milliards de francs CFA de dommages et intérêts
au préfet du département du Fundi. Une demande de recours déposée le 25 avril 2019 avec notification d'arrêt des poursuites et réclamations à titre provisoire de la somme de 61 milliards de francs CFA en réparation des torts matériels, psychologiques et moraux subis par ces 61 personnes du fait de la mise en exécution de votre acte, de l'acte, en attendant le sort réservé au reste, soit 87 personnes. D'accord. Alors, Donna Breskangan, sur cette affaire, juste un petit mot parce qu'on va parler rapidement. Voilà. Je crois qu'il y a un comité de lutte contre la détention arbitraire dont les membres qui existent depuis plusieurs années, mais dont les membres ont été installés l'année dernière par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui s'occupe de ce type de cas. C'est-à-dire que si vous êtes abusivement arrêté, j'étais en prison, au terme d'un certain nombre de temps, si vous estimez que vous avez eu des dommages corporels, blessures, maladies infectieuses, chroniques et tout ça, d'accord. Vous estimez que pendant le temps que vous avez passé en prison, vous aurez dû travailler, avoir de l'argent, entretenir votre famille. La justice, vous portez plainte, la justice mène l'enquête et constate ces faits-là et vous êtes dédommagé. Je pense que c'est la démarche que ces militaires ont suivi, attendant que la justice fasse son travail. D'accord. On va terminer rapidement, Karine. Les toilettes publiques transformées en bar, je parlais à l'introduction à Ebolova. Les toilettes publiques transformées en bar à Ebolova. Une image qui, selon les internautes, n'est pas du tout étrange. À la base, construite pour résoudre un problème de toilettes publiques dans la ville, ces toilettes n'ont jamais été mises en service. Les internautes rappellent qu'il y a quelques années, au carrefour en 2000 de cette ville, les toilettes publiques avaient été cédées à un commerçant qui avait installé un magasin. Et de nos jours, ce site fait office de boulangerie. On rappelle aussi que même les toilettes publiques construites à la faveur du comice agro-pastoral en 2011 des Bolova n'ont jamais été mises en service et servent de bar. Le plongeon dans le gouffre se confie au Bengane. Oui, c'est ce que vous appelez évolution, non? Oui. Donc, on a évolué. Ça veut dire qu'en fait, en l'an 2000, vous dites bien Carrefour, l'an 2000, on transforme les toilettes. Non, en fait, le Cameroun a atteint le fond. D'accord, très bien. Merci. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Malheureusement, on a eu un sujet beaucoup plus grand. Vous comprendrez. Voilà, vous comprendrez que l'on un tout petit peu. Mais Donald, vous précisez quelque chose. Puisqu'il s'agit des toilettes qui ont été construites dans le cadre du comice agro-pastoral, vous vous souvenez, ça nous rappelle les tracteurs qui ont connu le sort. Oui, les tracteurs abandonnés dans la broussaille. Certains Camerounais ont dit que les Camerounais sont très forts, ils cultivent les tracteurs. D'accord, très bien. D'ailleurs, merci. Vous l'avez dit, on l'a compris. Merci à tout le monde, merci à vous Karine. On va tout de suite basculer au plateau B où Consti Lamine est avec nous. Consti, je me dois de préciser votre élégance ce matin. Bonjour et bienvenue. Ah ben oui, bonjour Eric, il y a de quoi, c'est donc... Vous dites merci au moins, non? Ah ben oui, hein. C'est-à-dire, c'est l'occasion déjà de remercier ces jeunes créateurs du côté de Yaoundé, Youssef Fashion, en plein cœur de Yaoundé, qui a bien voulu rendre Consti Lamine élégant. Je m'attendais à ce que vous nous fassiez un commentaire sur la CAN avec le Sénégal, mais allons-y tout de suite avec Vombio. Alors, le temps passe, Consti. Allons-y tout de suite avec Vombio Oméga 3. Je vous en prie. Je disais tout à l'heure que je vais remercier mon habilleur de ce matin, Youssef Fashion, du côté bien sûr de Yaoundé. Il faut déjà rappeler que ces vêtements que j'aborde ce matin seront vendus très prochainement au concept de Salaka. Vous les aurez à un prix très très abordable parce que l'élégance, c'est désormais avec Youssef Fashion. Alors c'est donc l'occasion ici pour moi de rappeler quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Il faut déjà rappeler que c'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, mais également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement. Et ce Von Bio Oméga 3 est commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept de Salaka, et un concept qui vous permet de l'acheter à 5 500 francs au lieu bien sûr de 6 000. Oui, je rappelle que le prix normal est de 6 000 francs parce que vous pouvez également retrouver désormais le Von Bio Oméga 3 dans certaines pharmacies
qui ont d'ailleurs reçu la visite du concept Salaka. De ce côté-là, vous l'avez à 6 000, à 7 000 dans ces points de vente. Mais au concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs. Ce complément alimentaire qui est aujourd'hui prescrit par les médecins, par les infirmiers, parce qu'aujourd'hui, l'oméga 3 est en train de faire des merveilles au Cameroun et en Afrique et dans le monde entier. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, commandez dès à présent votre Von Bio oméga 3 au prix de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, vous avez également cette lotion des diabétiques. Cette lotion qui permet d'embellir la peau des diabétiques, qui permet de nourrir la peau des diabétiques, qui permet de la protéger. C'est bel et bien Von Bio Lotion que vous retrouverez au prix du concept Salaka à 6 000 francs, votre lait de toilette pour diabétiques. Voilà donc pour ce qui est de la présentation et de la vente de ces deux produits ce matin par le concept Salaka. De l'autre côté, votre Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs et bien entendu, votre lotion des diabétiques à 6 000. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. Merci, Consil Lamine. Vous avez bel et bien respecté notre contrat horaire au souffle de temps. On va tout de suite prendre, madame, monsieur, interpellation. On regarde l'élément et ensuite nous faisons des commentaires sur ce plateau. Restez avec nous. Changer le système, hein? Parce qu'avec ce système que nous vivons dans ce pays, on ne peut vraiment pas émerger. Puisqu'on a des dirigeants véreux et vous voyez, même dans le système d'impôt, on n'encourage pas les Camerounais à émerger. Vous voyez, même quand quelqu'un veut créer sur plan une structure, à cause des impôts, on lui décourage et il est obligé de fermer. Le gouvernement va faire ménager beaucoup d'efforts pour encourager. Donc même s'il s'agit de voir, en effet, de veiller sur des agents d'impôts là, parce qu'il y a parmi eux des agents véreux, ceux qui sont là, ils passent à arnaquer les gens, inventer des impôts, surtout qu'ils essaient même de libéraliser certains impôts où on voit aujourd'hui, tantôt ce groupe vient arnaquer les gens, dès qu'ils sortent, d'autres viennent inventer des impôts que franchement on ne comprend plus rien, donc ça n'encourage pas. Alors, bon, Bengan, le compatriote se plaint d'une situation qui est regrettable, ces arnaques, sous le couvert de l'action des agents d'impôts. Oui, il soulève là deux choses. Bon, il y en a beaucoup, mais deux me semblent fondamentales. La première, on dit toujours trop d'impôts tue l'impôt. Et dans notre pays, la deuxième chose, c'est le fait que notre entrée au Fonds monétaire international a provoqué ou alors a amené les Camerounais à se débrouiller. Et l'État a laissé les Camerounais se débrouiller. Même dans leur débrouillardise, je pense que c'est vous qui nous avez encore dit dernièrement, soit la Banque mondiale, le FMI, on dit que l'argent est brassé, combien de milliards il faut aller les prendre. Non, mais vous dites aux Camerounais, nous n'avons rien à vous offrir comme emploi. Ils se débrouillent à vendre les cacahuètes et tout, et vous dites, non, dans vos ventes là, vous embrassez trop de milliards, on va vous poursuivre là-bas. Donc ça devient dangereux ce pays, en fait. Ça veut dire que créez donc les emplois pour que les Camerounais viennent travailler, les entreprises paient les impôts, eux aussi vous coupez les impôts. À travers les bulletins de paye, vous ne faites pas. Ils se débrouillent, quand vous leur dites non, vous êtes trop débrouillés, on va prendre aussi le peu que vous avez trouvé là-bas. Donald, cette question quand même, on va dire, à choc, parce que tout récemment, la délégation générale des impôts, la DGI, avait donc vanté la télédéclaration comme étant la panacée qui viendrait justement mettre fin à tous ces désagréments, toutes ces plaintes sur le terrain. Oui, bon, écoutez, il en est de cette question comme de la question globale de la lutte contre la corruption. Oui. Il est difficile de penser que le gouvernement a une volonté réelle de lutter contre la corruption. Vous parlez de la télédéclaration, on peut parler des rapports de la CONAC, des rapports de l'Agence d'investigation financière. Oui. Je parle là des structures qui sont entrées en fonction et qui ont rendu des travaux qui n'ont jamais été exploités. Donc, il est difficile de penser que il y a une volonté réelle. Certains pensent que il y a un professeur d'université, professeur Claude Avé, pour ne pas le nommer, qui parle de la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire que
pour donner l'impression qu'on veut s'attaquer à un problème, on crée une commission, on crée une structure pour donner l'impression qu'on travaille. Mais la question de la pression fiscale est importante parce que le gouvernement a introduit ces dernières années des impôts dans beaucoup de secteurs pour faire face à la crise financière, dit le gouvernement. Mais toujours est-il que la pression est très forte, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ne bénéficient pas d'un accompagnement, d'un encadrement spécifique. Très bien. On bascule au plateau B une fois de plus avec Consti Lamine, avec qui on va évoquer le concept Salaka et sous la coupole de Red Copper et des super gants. Consti, c'est à vous une fois de plus. Alors, une fois de plus, le concept Salaka revient, cette fois-ci pour parler restauration, pour parler cuisine, pour parler bien sûr merveille d'une poêle. Et vous savez très bien qu'on ne saurait parler cuisine sans remercier ces restaurateurs qui aujourd'hui ont déjà pris, qui ont déjà, bien entendu, ils sont déjà parmi les privilégiés de la poêle Red Copper. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire merci au directeur général de Boukaro Lounge du côté bien sûr de Yaoundé, qui aujourd'hui utilise dans ses cuisines la poêle Red Copper. Et parlant bien sûr du Boukaro Lounge, il faut déjà rappeler que cette maison fera pour vous, et rien que pour vous, le concert de Ferregola qui est annoncé au Cameroun dans quelques jours seulement. Et c'est l'occasion de dire déjà merci aux promoteurs Shekina Africa et le Boukaro Lounge. Alors à l'instant, bien entendu, chers téléspectateurs, et à l'occasion de ce grand événement qui se prépare du côté de Yaoundé, nous allons permettre aux clients de Yaoundé de recevoir une réduction spéciale sur la poêle Red Copper. Donc les clients qui me regardent du côté de Yaoundé, ah oui, vous êtes très nombreux, du côté de Bastos, du côté de, c'est-à-dire de Yomaban, c'est l'occasion plus que jamais de commander votre poêle Red Copper et de bénéficier d'une réduction spéciale. C'est à l'occasion du grand concert de Ferregola organisé par le Boukaro Lounge. Donc dès que vous appelez à l'instant, vous bénéficiez d'une réduction spéciale sur la poêle Red Copper et sur les gants de cuisine super gants. Et ceux de Douala qui nous regardent en ce moment, dès que vous commandez la poêle Red Copper à l'instant, vous recevez 1 kg de maquereau Oya Oya. Oui, je dis bien Saint-Jean. Tous ceux qui nous regardent à Douala, venez au magasin Milan Tapi, commandez la poêle Red Copper, soyez parmi les premiers à nous appeler aujourd'hui et de recevoir 1 kg de maquereau. Les clients qui sont hors de la ville de Douala et hors de la ville de Yaoundé recevront les morceaux de savon de 400 grammes. Je n'ai pas dit un morceau de savon, j'ai dit 2 morceaux de savon, ça fait lait, que vous allez recevoir pour tous les clients qui sont hors de la ville de Douala et la ville de Yaoundé. Mais je rappelle que ceux de Yaoundé ont la réduction, ceux de Douala ont le kilogramme de maquereau Oya Oya, et ceux qui sont hors de ces deux villes recevront 2 morceaux de savon de 400 grammes à condition d'appeler dès à présent à nos numéros de téléphone et d'acheter la poêle Red Copper. Nous allons tout de suite parler des caractéristiques de cette poêle. Je rappelle qu'elle ne colle pas. C'est une poêle qui est spacieuse. Elle est nyanga. Elle est ndolé. Red Copper. Ça ne colle pas. Et on n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour réaliser des frites. Ah ben oui, parce que Red Copper, c'est tout simplement Maniaka Malambo. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, vous avez les gants de cuisine que voici. Super gants. Oh là 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 là. Rien que le nom vous donne l'envie de les avoir à la cuisine. Faites comme nos amis du Boukaro Lounge. Utilisez les gants de cuisine, super gants dans votre cuisine. Avec ces gants, vous n'aurez plus besoin de vous brûler. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser les morceaux de tissu parce que super gants vient apporter le modernisme à la maison. Également, pour tous ceux qui vont commander super gants, vous allez également recevoir 1 kg de maquereau Oya Oya. Ceux de Yaoundé, une réduction hors de la ville de Yaoundé, des morceaux de savon. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle Red Copper et de la paire de gants, vous l'achèterez normalement à 16 500 francs. C'est le prix du concept Salaka, mais hors de la ville de Douala, vous l'achèterez à moins de 16 500 francs. Et dans la ville de Douala, vous achetez à 16 500 et on vous donne en bonus 1 kg de maquereau Oya Oya. C'est un Salaka spécial à l'occasion, bien sûr, de ce grand spectacle qui s'organise à Yaoundé de l'artiste Ferregola. Mais déjà, pour l'instant, courez au magasin Milan Tapi, profitez de cette réduction spéciale pour avoir la poêle Red Copper que voici. Oh là 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 là. Qui n'aimerait pas la voir au mototenye sengaremba tatane bien en dans des poêles Red Copper et banjani poêle et si m'a collé.
bascule tout de suite ici avec vous, Karine. Allez-y, rapidement, quelques messages. Alors, avant que vous nous fassiez ces messages, on va faire un clin d'œil ou une pensée pour le préfet du département de l'Océan. Vous savez ce qui lui est arrivé, non? Ou pas du tout? Oui, les images circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Antoine Bissaga, le préfet du département de l'Océan, qui était dans son village Andom, à quelques kilomètres de EDA, en rentrant de là, son véhicule donc s'est renversé sur un pont. Actuellement, on nous signale donc le bras et la clavicule donc fracturés actuellement à l'hôpital central d'EDA. Donc il va très mal, hein, le préfet du département de l'Océan. Qu'est-ce qui se passe dans l'océan? Bon, on ne sait pas. Mais leur maire. Non, d'abord, le magistrat qui était chef de traditionnel est mort de suite d'accident de circulation en début d'année. Le préfet lui-même a été victime d'un coup de lorsqu'il s'est parlé de bagarre. Tout à fait. Attendez. Tout à fait. C'est grave ce qui se passe là-bas. Donc, il revenait d'une réunion familiale dans son village Andom, village natal, où il devait enterrer son grand frère dans quelques jours. Donc, allons-y, Karine, les messages. Le meeting de Bafoussam samedi passé au même moment que celui de Ngaoundéré et de Kribi. Mais pourquoi celui de Bafoussam fait couler d'encre et de salive? C'est Moussa. Je peux répondre parce que le principal adversaire de Paul Biya est de l'Ouest. À ce moment. Alors, s'il vous plaît, je voudrais savoir si c'est à cause du trouble dans les deux régions, notamment nord-ouest ou sud-ouest, ou d'autres problèmes. D'accord. Allez-y rapidement. Terminons un des messages. Un autre message. Le Cameroun de nos jours est en train de former de futurs criminels à l'instar des enfants des différentes régions en crise qui depuis bien longtemps ne vivent que l'oisiveté. D'accord. Le taux de criminalité d'ici très bientôt sera malheureusement à la hausse. Certaines personnes visent à déstabiliser le gouvernement mais ne mesurent pas le mal qu'ils se créent eux-mêmes. Merci à tous et à chacun d'avoir été à ce rendez-vous de l'œuvre intellectuelle ouvrier. Nous sommes un plateau d'ouvriers intellectuels, ça vous devez le savoir, madame, monsieur. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Et donc, nous serons très heureux de vous accompagner une fois de plus dans cette émission. Il faut que les gars...